Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission hebdomadaire qui bien sûr axe et focalise son attention sur 2 points. L'émission s'appelle tout simplement Diaspora Québec Live et les 2 points, c'est tout simplement une actualité qui est bien sûr vue par quelques professionnels ou alors des personnes un tout petit peu plus avisées et des informations sur les événements multiculturels de la ville de Québec. Aujourd'hui, nous avons décidé d'enchaîner le pas dans le dynamisme de la Journée internationale des droits de la femme et nous avons pensé inviter sur ce tableau des personnes qui ont un peu plus d'informations ou plus de connaissances car Diaspora Interaction ne prétend pas avoir la science infuse ou toutes les connaissances en ce qui concerne ce point. Nous aimerions aujourd'hui parler des femmes, on aimerait parler des droits de la femme, on aimerait ainsi apporter un peu plus de lumière, pas de lumière, mais apporter nos points de vue personnels sur les situations des femmes. Alors, comme on le sait, la femme a toujours et contribuera toujours, elle a toujours contribué et contribuera toujours au développement de la société, au développement du monde. Cependant, c'est parfois dommage de constater qu'elle n'a pas toujours cette place qui lui revient. Alors, pour en parler, j'ai à ma gauche Svetlana Solomikina, qui est une femme très active, une femme engagée, une femme d'affaires, une citoyenne et qui d'ailleurs va compléter ma définition. Mais aussi, j'ai Lamoussa Diabaté, qui est aussi le président de l'association des étudiants ivoiriens. Et à ma droite, j'ai Madame Ndiaye Djenaba et Madame Dey Djenaba Ndiaye, c'est bien ça, et bien sûr qui est doctorat en droit et elle va aussi bien sûr nous apporter ses lumières en ce qui concerne ce côté-là. J'ai aussi Djema Onesta de la compagnie Djema Onesta. Et bien sûr, chacune prendra 30 secondes pour nous dire exactement qui elle est. Et bien sûr, last but not least, monsieur Eric Kalouma, artiste entrepreneur. Donc, on va commencer à ma gauche, Madame Solomikina. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu brièvement qui vous êtes voilà. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis parfaitement honorée de participer à cette table ronde. Merci beaucoup à mes collègues, nouveaux collègues, donc participer à cet échange-là. En fait, moi, je suis née à l'époque de l'Union soviétique et j'ai fait mes études en sciences à l'Université d'État à Moscou. J'ai été invitée après la chute du mur de Berlin par l'ambassade de France à Paris pour faire ma maîtrise, toujours en sciences, en physico-chimie moléculaire. Et finalement, j'ai rencontré ma douce moitié de la ville de Québec à Paris, à mi-chemin. Et ça fait 26 ans que j'habite à Québec. J'ai 2 garçons adorables qui sont venus au monde ici, qui sont âgés de 20 ans bientôt et de 16 ans aussi bientôt, qui sont passionnés par les arts, la culture, les sciences. Alors voilà, puis écoutez, après mon doctorat en sciences à l'Université Laval, j'ai bifurqué vers le monde du conseil stratégique au niveau des technologies de l'information, au niveau de la gouvernance de plus en plus. J'ai siégé sur différents conseils d'administration des sociétés d'État, mais j'ai toujours en parallèle encouragé les artistes d'ici et d'ailleurs comme tout simplement citoyenne du monde. J'ai jamais oublié d'où je viens et évidemment, j'ai épousé les valeurs de cette société qui m'a adoptée. Et ici, je suis à titre personnel comme citoyenne, même si je me suis lancée en politique récemment. J'ai été candidate pour la coalition Avenir Québec avec M. Legault aux dernières élections dans le comté de Tachereau, alors la colline parlementaire. Et maintenant, je travaille pour un cabinet politique, mais je souligne ici, personnellement, je suis comme femme, tout simplement, du monde. Et ça me fait grand plaisir d'échanger avec vous par rapport à la Journée internationale de la femme. Merci. Merci vraiment de cette description de vous et de ce que vous faites. Merci d'être là avec nous. Et je vais directement donner la parole à Madame Djenaba. Merci beaucoup, merci Florent de votre invitation. Je suis très heureuse aussi d'être là aujourd'hui pour pouvoir discuter de ces questions-là qui touchent les droits des femmes.
Ben, moi, je fais mon doctorat en droit, je suis à l'Université Laval. Je suis aussi chargée de cours à la faculté de droit, coordonnatrice d'un centre de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Je fais partie de plusieurs chaires aussi. Je me spécialise sur les questions d'immigration, de l'asile, des réfugiés. Et je m'implique beaucoup aussi au niveau de l'université. Je suis la présidente de l'association des parents étudiants de l'Université Laval qui travaille très fort pour une reconnaissance de la spécificité des besoins des parents étudiants au niveau de l'Université Laval. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, on aura une politique familiale à l'Université Laval. C'est en cours d'adoption, on croise les doigts. Et c'est très très important parce que c'est un combat qu'on mène depuis 10 ans, donc pour qu'au niveau de l'Université Laval, qu'il y ait une politique familiale. Donc je suis très très heureuse et là aussi la question de l'égalité homme-femme est très présente aussi dans nos politiques, dans nos projets. La perspective toujours, c'est d'essayer de trouver des solutions. Donc je remercie Florent, je remercie son équipe de m'avoir invité. Moi je suis sénégalaise d'origine. Donc africaine subsaharienne, comme on dit. Donc je vis à Québec depuis 7 ans. Je n'ai pas encore fait 26 ans comme vous. Mais je suis là avec ma famille, mon conjoint, mes trois filles qui sont aussi, qui me disent parfois, maman, on est québécoise, on est en Europe aussi, on est européenne, on est africaine, donc on est tout. Donc moi, je suis très heureuse de ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau de la ville de Québec, mais aussi dans le reste du monde, en matière de lutte, de lutte contre les inégalités, les discriminations, etc. Donc voilà, je suis très heureuse, puis j'espère qu'on aura une très bonne discussion sur la journée des droits de la femme. Merci. Merci infiniment, merci de toutes ces informations, je ne les connaissais pas. Donc, Madame Dima. Donc bonjour à tous, bonjour aux personnes qui nous regardent. Donc moi je m'appelle Gemma Onesta, je suis d'origine du Rwanda, j'ai vécu 20 ans en Belgique et je suis ici depuis 1 an maintenant. Et donc moi je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est digital. Donc je me suis formée en lancement d'entreprise et en lancement de création et de produits et de vente de produits en ligne. Donc en ce moment j'accompagne des femmes et des hommes qui désirent créer et lancer leurs produits en ligne, des produits digitaux. Donc c'est ce que je fais, c'est ce qui me passionne. À côté de cela, j'ai une plateforme qui s'appelle Isuel. Donc ça c'est vraiment pour les femmes, pour mettre en avant les talents des femmes entrepreneurs. J'ai commencé en Belgique, donc j'ai interviewé 12 femmes entrepreneurs et prochainement ça va arriver ici aussi à Québec et à Montréal. Donc j'ai très hâte également de parler des droits de la femme, des luttes qu'on mène tous les jours ici et dans le monde et de partager la vie avec des personnes qui ont autant de background, vraiment que j'ai hâte de découvrir. Merci infiniment, ça nous fait plaisir de vous connaître aujourd'hui. On va passer à Monsieur Lamoussa. Finalement, face à ces parcours si enrichissants, j'ai un peu honte de... Je vais quand même essayer. Alors moi, c'est M. Lamoussa Diabaté. Je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval. J'ai préalablement obtenu un premier diplôme en médecine vétérinaire. Ensuite, j'ai effectué des études en Europe, précisément en France. Et je suis au Canada depuis 2 ans. Et je suis également le président d'une association des étudiants de la diaspora ivoirienne. Et je dirais que la question de l'égalité homme et femme, c'est une question qui me tient personnellement à cœur. Surtout quand on voit un peu plus ce dont les femmes sont victimes dans nos pays d'origine. C'est d'ailleurs dans cette logique-là que récemment nous avons lancé un projet social qui vise à favoriser la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Le projet, vous l'avez principalement entendu, qui est le projet Sotrali et qui est actuellement en cours. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Merci. Merci infiniment. Et puis, ça se voit qu'on est vraiment dans la diversité. Il y a le Sénégal, la Russie, le Rwanda, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo. Mon Dieu. Bon, on va finir avec vous, monsieur Eric Kalouma. Oui, alors moi c'est Eric Kalouma, artiste entrepreneur. J'ai une formation aussi en lancement d'entreprise. Mais avant tout, je suis un artiste passionné. J'ai mon école de musique, j'enseigne, je vis, ma passion. Et je suis aussi directeur artistique pour le
Miss Afrique Québec qui arrive bientôt. Il a parlé tout à l'heure aussi dans l'émission. Super. Alors, vous avez constaté, chers spectateurs, que le tableau est riche et on va essayer de vivre de cette richesse, de s'enrichir et d'échanger. Alors, sans plus attendre, on va attaquer directement avec la genèse de cette histoire de la Journée internationale de la femme. Et je pense que la juriste entre nous, c'est vous. C'est quoi? Est-ce que, assez courtement, on peut savoir d'où ça vient cette journée-là? Merci Florent. En fait, déjà, je ne ferai pas de perspective historique assez poussée. Là, je vais juste résumer la célébration, la Journée internationale de la femme, ça veut dire, ou des droits de la femme, la mère c'est important. Mais ça remonte évidemment au début du 19e siècle, 20e siècle, entre le 19e et le 20e siècle, évidemment. Et on constate que c'est à partir des mouvements de femmes, des femmes qui se sont constituées en mouvement. On a la Women's Days en Amérique du Nord, mais aussi on a comment on appelle ça, les femmes européennes là, qui se sont regroupées aussi pour lutter contre les inégalités envers les femmes, les violences vécues par les femmes. Donc, si on retrace l'histoire, on part de ces deux grands mouvements-là qui ont jalonné vraiment et puis qui ont été à l'origine de la création ou de la consécration de la journée du 8 mars. Mais évidemment, on est passé par la Russie aussi, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Évidemment, la journée internationale de la femme a été reconnue aussi par le gouvernement russe à l'époque. On a aussi, en 1977, à travers une résolution qui a été adoptée par les Nations Unies, qui d'ailleurs, c'est à partir de 1977 que le 8 mars est reconnu comme Journée internationale de la femme et qui est célébrée un peu partout dans le monde. Et c'est important de dire que quand on fait référence à la Journée internationale des droits de la femme, évidemment, on va constater ce qui a été fait. Moi, je trouve que c'est très, très important de dire qu'il y a des acquis parce que, par exemple, le droit de vote, maintenant, c'est un droit constitutionnel, que ce soit au Québec, l'article 22, que ce soit au niveau du droit canadien avec l'article 3 de la Charte canadienne, on reconnaît le droit de vote pour les femmes, alors que si on regarde un tout petit peu l'histoire, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, le droit de vote est juste reconnu à Québec en 1940. Donc, c'est très récent. Au Canada, c'est vrai, c'est à partir de en 1900-1907, déjà, le vote municipal était acquis par les femmes dans la sphère politique. Et il a fallu attendre en 1917, à la veille de la Première Guerre mondiale, avec la loi sur les élections, qui reconnaissait le droit de vote aux femmes, certaines femmes, les infirmières, mais les femmes noires aussi, qui avaient des liens avec des soldats. Donc vous comprenez que ce n'est pas au 16e, au 14e, au 15e siècle, c'est très très récent, la reconnaissance des droits des femmes dans la possibilité pour ces femmes-là non seulement de voter, mais de se présenter et de se faire élire. Et si on regarde le parcours actuel, le panorama du point de vue politique, c'est vrai qu'au niveau de la province de Québec, on a, comme disait la madame, on discutait tantôt du fait qu'on a un gouvernement paritaire, presque paritaire, au niveau du gouvernement actuel. Et c'est un combat qui est mené un peu partout dans le monde de pouvoir hisser les femmes au plus haut niveau là, de la sphère politique, de pouvoir permettre à ces femmes-là d'avoir un pouvoir décisionnel. C'est important que ça se passe. Donc dans une perspective historique, c'est vraiment c'est à ce niveau-là que ça se passe au niveau du Québec, du Canada et dans le monde aussi, comme je l'ai dit. Depuis aussi, on voit un ensemble de conventions internationales qui sont adoptées pour les femmes. On a la convention, par exemple, de 1979 pour la sauvegarde des droits des femmes, qui est une convention internationale ratifiée par plusieurs États et qui met en place pas mal de moyens. On demande aux États, non seulement il y a des obligations pour les États qui ont ratifié ces conventions-là, de pouvoir mettre en place des politiques, accompagner, lutter contre la discrimination, comme on parle des obligations positives, négatives, etc. Mais en même temps, et c'est ce qui est important quand on parle des droits de la femme, de la journée des droits de la femme, c'est de voir comment ces États-là parviennent réellement à concrétiser ces obligations-là. Puis moi, je pense qu'on pourra discuter de ça, et à partir de nos expériences personnelles, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement quand on parle des droits de la femme, on fait référence à quoi? Est-ce qu'il y a une équité salariale, une égalité salariale de plus en plus au niveau de l'Organisation internationale du travail?
salaire égal à travail valeur égale. Donc normalement, si on a le même type de travail ensemble, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme salaire? Est-ce qu'on doit privilégier l'équité salariale? Évidemment. Est-ce qu'on on doit reconnaître la maternité? Parce que la maternité est un handicap aussi pour, par exemple, etc. Donc c'est juste, je donne des exemples comme ça qui me sortent de la tête, mais c'est sûr qu'après on pourra développer la question ensemble dans le cadre de ces discussions-là. Merci. Merci. Je pense qu'avec votre laïus, on s'est plongé vraiment très loin là. On est allé chercher non seulement les raisons, les racines de la Journée internationale de la femme, mais en plus, vous avez presque ressorti déjà quelques problèmes. Et d'ailleurs, une ou deux pistes de solutions, on n'est pas rendu là. Je proposerais qu'on plonge d'ailleurs, d'abord pour commencer, dans nos propres pays. Comment on les vit les femmes, comment on vit leurs droits et comment est-ce que ça se passe? Je pense que Madame Solmikina, est-ce que vous pouvez nous plonger? Merci. Écoutez, comme ça fait longtemps que j'ai quitté mon village, mon pays, alors j'ai gardé quand même des souvenirs extraordinaires, très chaleureux concernant la Journée internationale de la femme le 8 mars. Et savez-vous, lors de mon enfance, c'était plus large que juste le soulignement de la femme. C'était en général la féminité. Donc, on a souligné le retour de beaux jours avec l'arrivée du printemps, parce que souvent, au mois de mars, la neige fond. Et puis, on a souligné, oui, évidemment, les mamans, les petites filles aussi à l'école. Je garde d'excellents souvenirs quand les garçons de l'école apportaient des fleurs ou un petit présent, des petits chocolats. À chacune des filles de la classe, on apportait un petit présent aussi à nos femmes professeurs, enseignantes. Et c'était une façon de souligner, oui, la femme, mais de ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est aussi les balbutiements de la vie qui viennent avec cette journée-là. Alors, on soulignait aussi, je vous dirais, les femmes en général au niveau des droits, mais aussi la féminité qu'il ne faut pas oublier. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Parce que savez-vous, quand on change de pays, à chaque fois, on se questionne. Est-ce qu'on doit peut-être adapter nos façons de vivre? Est-ce qu'on doit adapter ou changer parfois nos valeurs aussi qui viennent avec nos racines? Et je fais cette réflexion il y a plusieurs années en me disant, cette société qui m'a donné une nouvelle chance dans la vie, avec les droits peut-être que je ne connaissais pas nécessairement, mais avec cette beauté de souvenirs que j'ai gardés par rapport à cette place-là que les hommes nous accordaient à l'époque de l'Union soviétique en Russie, je me suis dit, comment est-ce que je peux m'immiscer, comment est-ce que je peux amener cette valeur-là en tant que femme? Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, je crois personnellement, à mon sens à moi, c'est de rester femme comme on se sent, avec nos racines, avec nos valeurs qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être greffées sur les valeurs et les droits que vous avez si bien expliqués tout à l'heure, à Québec, au Québec même. Et je pense que c'est là où on va amener une valeur ajoutée à l'avancement de cette société qui devient aussi la nôtre. Donc moi, je vous dirais, en tant que souvenir, je garde quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de joyeux, quelque chose de beau par rapport à la féminité, la femme. Donc c'est la fête des mamans, c'est la fête des filles, c'est la fête de la vie en général qu'on associe à la journée du 8 mars. Et savez-vous, hier, j'ai discuté avec ma maman, avec mes cousines, mes tantes, et finalement qui habitent toujours en Russie. Et on se rappelait de ces moments précieux où vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire autour de la table qu'on partageait, qu'on se sentait important. Vu que vous en parlez avec votre famille, est-ce que ça avait changé aujourd'hui par rapport au Non, pas du tout. Et puis écoutez, le 8 mars d'ailleurs, ils m'ont envoyé des photos. Il y a toujours beaucoup de fleurs sur la table parce que tout le monde apporte des fleurs. Souvent, on associe ça à des tulipes, donc les premières fleurs du printemps. Alors les beaux jours reviennent toujours et encore plus avec la femme, la féminité et les fleurs. Donc ça continue encore. Féminité, fleurs, beau jour, soleil. Avec le droit, évidemment, parce que savez-vous, c'est important de reconnaître que c'est la mixité qui va faire en sorte
Tant la place des femmes, on ne doit jamais prendre pour acquis que cette place est acquise au sein de la société. Et puis, on est toujours très vulnérable avec les changements politiques, économiques. On peut toujours perdre ces droits-là qui ne sont pas coulés dans le béton. Alors, il faut être vigilant, mais je peux vous dire que ajoutons à ces droits-là aussi la joie de vivre et la féminité qu'on doit préserver. Et c'est en faisant vraiment ce bel orchestre avec les hommes, avec la diversité, qu'on sera meilleur et plus fort. Merci beaucoup, vraiment un bon voyage en Russie. Là. On va rebondir rapidement au Rwanda, très brièvement. Comment ça se vit là? Donc comme ma chère collègue ici sur la table, j'ai pas passé beaucoup d'années au Rwanda, j'ai quitté quand j'avais 6 ans. Donc moi, mes souvenirs par rapport au modèle féminin que j'ai eu, c'est ma maman et mes tantes. Donc ma maman est quelqu'un qui a énormément de cœur et je me rappelle qu'un jour elle m'a raconté que lorsqu'il y avait eu le génocide, donc il y a un village dans lequel elle vivait où tout le monde est parti. Oui. Et quand ils sont revenus, les femmes n'avaient plus rien, les hommes non plus. Donc il y avait énormément de femmes qui n'avaient plus d'habits, elles n'avaient plus à manger, etc. Et ma maman était infirmière. Depuis donc, le secondaire, elle a étudié les soins infirmiers jusque maintenant, elle exerce le métier en Belgique. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le peu d'argent qu'elle avait et elle est allée acheter des tissus en pagne pour toutes les femmes du village. Et elle m'en a parlé que très tard dans ma vie. Et je me suis dit, mais maman, pourquoi tu ne me l'as jamais raconté? C'est ce genre d'histoire que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de ce genre de modèle. Et ça m'a rendue tellement fière et ça m'a confirmé que vraiment dans la vie, il faut donner aux autres, il faut, nous les femmes, on a besoin de nous écouter, nos instincts, notre instinct maternel, les instincts premiers qu'on a, c'est vraiment l'amour. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, malgré que dans la société, on fait face à beaucoup de choses négatives. Et pour revenir au Rwanda, donc, j'ai pas vécu là-bas, mais j'y ai voyagé. Et j'observe de loin ce qui se passe actuellement et je suis vraiment très fière de la manière dont le pays s'est relevé. Et c'est notamment également grâce aux femmes parce qu'on a des femmes quand même dans des positions très importantes au niveau du gouvernement, au niveau de beaucoup d'institutions où elles peuvent prendre des décisions très importantes pour changer l'image du pays. Et notamment dans l'aviation, je suis vraiment très fière de voir les avancées qu'elles ont pu faire. Et c'est ça. Donc moi j'ai vraiment une très belle image des femmes rwandaises. Et également, je vais revenir un petit peu sur ma famille parce que c'est le modèle que j'ai eu. J'ai toujours vu mes tantes et ma maman prendre vraiment la relève quand quelqu'un, donc leur mari en fait, avait des situations difficiles. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le sens où maintenant je suis capable de me dire, ok, je ne suis pas juste là pour l'aider dans la vaisselle, pour aider mon conjoint dans la vaisselle, dans le ménage et tout ça. Je suis aussi capable de faire la même chose, je suis aussi capable d'être un soutien financier, moral, etc. Donc c'est ça. C'est pas grave. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, avec votre expérience, vous comprenez que la femme a un peu plus de place que ce qu'on essaye de leur offrir actuellement. Exactement. On va rebondir très rapidement dans vos deux pays, vraiment rapidement, vu que le sujet vraiment est très rapidement, s'il vous Il y a plaît. beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs. Je pense qu'on va essayer, même si c'est pas évident, de résumer. Okay. Mais, concernant la Côte d'Ivoire, je dirais en Afrique en général, si on doit faire un saut dans le passé, c'est que moi je dirais que on a encore beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais on a encore beaucoup de choses à faire. À l'époque, la richesse n'était pas forcément d'avoir les moyens financiers. Avant, nos parents, nos grands-parents, c'était les familles qui avaient plus de garçons. C'était ces familles-là qui étaient considérées comme les familles riches. Parce qu'un garçon, on se dit, il va aller au champ, il va cultiver, il va nous apporter à manger, alors qu'une femme, elle est amenée à être épousée pour aller dans une autre famille. Donc les familles accordaient beaucoup plus d'importance aux garçons. Et les choses ont tendance à changer. De nos jours, mais malheureusement jusqu'à présent, la femme est encore toujours considérée
a toujours le rôle de second dans pas mal de mentalités en Afrique. On considère que la femme, sa place est à la maison et les hommes doivent aller travailler, la femme doit rester. Cette mentalité, elle existe toujours, même si c'est toujours présent. C'est toujours présent, À ce malheureusement. point. Ah oui. C'est toujours présent. Et je dirais qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel a quand même fait des efforts assez considérables pour essayer de réduire ces inégalités, d'équilibrer un peu, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et les femmes sont les plus vulnérables, même concernant l'éducation, sinon on n'allait pas se retrouver aujourd'hui les dernières statistiques de l'UNESCO. J'ai l'habitude de dire 9 millions de filles n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons. Donc le problème de non-scolarisation en Afrique, c'est un des problèmes généraux pour les enfants en général, mais les filles sont encore celles qui sont le plus touchées à cause de toutes ces différentes considérations que malheureusement il faut qu'on essaye nous qui avons la chance d'être sortis, de côtoyer d'autres cultures, de pouvoir essayer de changer les choses à notre manière. Donc voilà, pour faire bref. Ok, j'allais rebondir avec une question, mais on n'a pas trop le temps. Bon, pour la République démocratique du Congo, je dirais que c'est pratiquement pareil que la Moussa ici, la Côte d'Ivoire. On a un pays vraiment qui a été sous la dictature pendant, depuis son indépendance, vraiment, on l'a jamais vraiment vu. Mais on a eu des dictateurs après dictateurs, guerre après guerre, guerre civile. Et la femme a été vraiment bafouée, banalisée, vraiment humiliée. Vraiment, là, c'est horrible. Ouais. Et je peux vous dire que des situations, des filles mères, des jeunes filles de 12 ans violées, qui ont des enfants, violées par des armées. C'est ça, c'est le Congo, c'est ça la situation de la femme. Est-ce qu'on a le temps de fêter le jour de la femme? Je doute fort. Vous doutez? Ah oui. Ça, c'est donc pour la situation du Congo, c'est vraiment ça. On vient d'avoir des élections tout récemment, donc on espère le meilleur vraiment pour la République démocratique du Congo et que la place de la femme puisse vraiment s'améliorer et que des femmes comme vous ici puissent inspirer puis impacter aussi, influencer positivement l'image de la femme en République démocratique du Congo. Donc, c'est bien triste, mais on espère que ça va s'améliorer au Congo. On a oublié le Sénégal. Alors, on mange du tchèp on cuisine beaucoup, on adore cuisiner, on adore manger, inviter les gens. Mais moi, j'écoute la Moussa parler, puis je me dis, il y a du travail encore à faire, parce que la société africaine, dans la société africaine, la femme elle était la chef, en fait, dans les faits. Et si on retrace l'histoire, la place de la femme dans la société africaine, elle était très très importante. Donc le féminisme, quand on parle de féminisme africain, à l'africaine, où les luttes contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations, etc. Je vous passerai un ouvrage là-dessus. Vous allez voir que les femmes ont beaucoup participé à cette lutte-là, puis que c'est vrai que si on regarde au Sénégal actuellement, on va se dire il y a beaucoup de violence, ça je l'avoue. Les violences faites aux femmes, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école, etc., ça existe. Ça, il faut pas se le cacher, là. C'est une vérité. Les statistiques sont là. Mais en même temps, moi, je vois mon pays qui évolue très très bien sur certains points. Il y a du travail à faire là. Je le dis honnêtement et franchement. Je sais qu'il y a du travail à faire, mais je regarde les femmes sénégalaises. Peut-être c'est la particularité, comme on dit, sénégalaise, mais depuis que ce soit
pendant la colonisation, même pendant l'esclavage, etc., des femmes africaines, des femmes sénégalaises qui se sont battues. On parle beaucoup de Talatender, là, un mardi de 1919, la date n'est pas très précise, où les femmes du Cayor qui se sont retirées dans une case, se sont brûlées pour refuser d'être mises en esclavage, vous comprenez? Donc elles se sont rendues compte à un certain moment que leurs maris ont été tués par l'ennemi, etc. Puis elles se sont battues comme elles ont pu, puis elles n'avaient plus de force de se battre. Puis elles savaient que si elles ouvraient c'était dans un village, là elles allaient être réduites en esclavage, etc. Puis elles ont préféré se tuer. Donc c'est un acte pour nous qui est très important, qui nous démontre combien la femme était importante à un certain moment pour lutter contre ces phénomènes-là. Donc le Sénégal, comme dans le reste du monde, hein, fait son petit chemin, son chemin. Les femmes sont dans les universités, au niveau on a eu des femmes premières ministres, on a eu des femmes ministres, on a cherché aussi à avoir la parité dans le gouvernement, même si ça ne se traduit pas dans les mesures ou dans l'effectivité des choses, parce qu'on a toujours des taux de scolarisation des filles très bas, je comprends, et c'est pourquoi je partage d'ailleurs le combat de la Moussa. Et ça se passera à ce niveau-là que le problème sera résolu quand les filles auront l'accès à l'éducation comme il se faut, etc. Donc, pour parler juste du Sénégal, on aime beaucoup l'amour, les joies, les fleurs, et la belle couleur, quand c'est l'été, c'est très beau. Mais c'est toujours l'été chez nous de toute façon, parce que l'hiver ça fait plus 20, quand on a 16 degrés, 17 degrés, ça fait l'été. Puis nous, ça c'est notre hiver, donc ça fait toujours l'été. Ouais. Je pense que c'est universel, hein? Les femmes et les fleurs, ça va. Donc voilà, après. Si vous me permettez, Florence, vous m'avez fait penser, la première femme ministre au monde, elle a été russe. Je crois que c'était en 1917-18, alors c'était la ministre de l'Éducation. Voilà, donc ça fait plus de 100 ans que les femmes en Russie jouent un rôle vital, pour ne pas dire colossal. Et savez-vous, moi je me dis, c'est tellement important de comprendre qu'ensemble, encore une fois, on est capable de faire quelque chose de très beau. Et puis je crois sincèrement que la place des femmes, c'est une chose, mais aussi il faut comprendre que cette place-là, il faut peut-être faire réaliser à nos jeunes filles, en passant par l'éducation, à quel point il y a des droits, mais il y a aussi la ténacité dans la vie qui devient indispensable. C'est très important. Donc, je vous dirais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a été complètement éclatée. Il y a eu 26 millions de personnes qui ont péri en 5 ans, et c'est la femme, à partir de 1945, parce que les hommes ont été pratiquement tous assassinés. Donc, c'est la femme qui a rebâti, en passant par la science, en passant par l'éducation et en passant, bien évidemment, par la culture et les arts, qui nous nourrissent toujours, qui ont rebâti le pays. On n'avait pas le choix. Une petite parenthèse historique qui vient quand même éclairer nos antennes et nous permettre de comprendre encore, si besoin l'était, l'importance de la femme dans la société. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de la situation, de cette situation au Cameroun, de la vie. Ah oui, il faut qu'on s'entende. Ben, écoutez, pour le Cameroun, c'est tout simple, c'est que ce jour-là, c'est un jour festif. C'est comme si on mettait les femmes mettaient un voile sur leurs problèmes et sur tous leurs soucis pour pouvoir vraiment festoyer en famille. Et d'ailleurs, il y a comme une coutume pour les femmes. En général, elles vont. Les hommes n'ont pas droit de regimber, ils n'ont rien à dire. Les femmes, en général, elles vont dans les ventes, certaines, elles vont dans les boutiques des ventes, parce qu'il y a des coins où on vend la boisson et tout. Et elles mettent déjà leur robe du 8 mars. Et il y a toujours une tenue officielle qui est toujours cousue chaque année. Tous les 8 mars, et qui est vendue, et les gens l'achètent. C'est soldat. Et chaque femme, ils mettent, on appelle ça un cabas. En fait, on le porte, il tombe. Un cabas, en fait, il tombe, c'est juste un pagne, on le met et il tombe. Quelle couleur? Ça dépend de l'année. Chaque année, il y a une nouvelle couleur avec des écritures, l'effigie du président et tout. Les femmes, elles le mettent. Bon, on va être un peu, j'espère que
elles vont bon, en tout cas, elles vont dans les ventes, elles boivent, elles s'amusent, elles font des bons plats pour leur mari, elles s'occupent. En fait, c'est les maris qui s'occupent des femmes ce Ouais, jour-là. c'est ça que j'allais dire. Ouais. Donc, ça se passe super bien. Et Intéressant. ça, c'était par le passé. Aujourd'hui, avec la situation au Cameroun, on dira que la fête de la femme, c'est un petit peu oublié. Bon. Si tu me permets vite faire un Oh, on va passer ce point-là. Non, mais parce que je me suis rendu compte que je me suis juste contenté de parler de l'historique sans même parler de ce qui se fait le 8 mars. Alors Oui. que, apparemment, c'était ça la question. Oui, c'était C'est que tout le monde a donc, exactement, il faudrait que j'en parle. Il ne faudrait pas que je me fasse, pour pas que je me fasse un peu prouver après par les Ivoiriens. Donc, oui, le 8 mars, c'est vraiment un jour. On sent vraiment la différence. Il y a tellement de journées internationales de temps, de journées internationales de ceci. Ouais. Mais le journée international de la femme, on le sent vraiment. Je dirais un peu partout, à part le cas de la RDC qui est un peu particulier. Ouais. Mais effectivement, dans les sociétés, on organise des activités. Je suis pas mal d'amis qui travaillent en Côte d'Ivoire où la femme est vraiment honorée. C'est des sortes de soirées et puis des activités. Et puis, comme Djenaba a dit, ce jour-là, la femme elle est considérée vraiment comme la reine. Et puis, on peut... Juste cette journée-là. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah. Mais je ne dirais pas juste cette journée-là, mais beaucoup se fait cette journée-là quand même. Alors, c'est pas le début. Voilà, c'est le début. Et comme je disais, j'ai vu pas mal d'amis qui se sont fait, à qui nous ont donné des cadeaux à l'occasion de cette fête-là. Et puis la mentalité africaine tend à changer. Puis on espère qu'on va beaucoup plus évoluer. Donc, c'est ça. Bon, on vient tous de très loin, des comtés très différents. On a traversé je sais pas, tellement de kilomètres pour être là. On est aujourd'hui au Québec, on est aujourd'hui à Québec. Il serait bien qu'on puisse parler vraiment de la situation. La tempête dehors. Ça, c'est le quotidien. Donc, on aimerait vraiment parler de la situation de la femme ici, à Québec. J'aimerais prendre vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de la femme à Québec et bien sûr, éventuellement des... Je peux commencer. Oui, Je peux bon, commencer. ok, bon. Super. Je me lance. Savez-vous, j'ai essayé plusieurs secteurs d'activité au Québec en général, et je peux vous dire que sur la table, il y a énormément de possibilités. La difficulté parfois, c'est de connaître par quel canal peut-on accéder à certaines de ces opportunités-là. Mais écoutez, on est dans une très très belle démocratie, et souvent je me dis, il faut savoir s'en servir intelligemment. À titre d'exemple concret, au moment où on se parle, depuis quelques mois, on a un nouveau gouvernement. Alors, c'est un gouvernement paritaire, comme vous l'avez si bien mentionné de facto. C'est un gouvernement où il y a normalement autant de femmes ministres que d'hommes. Peu de changements près. Et je peux vous dire que c'est sincère comme engagement. C'est pas seulement parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une femme reconnue en regard à vos compétences. Donc, à compétences égales, on est choyé d'avoir évidemment le Conseil des ministres paritaires. Par ailleurs, je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de possibilités sur le marché du travail, d'aller chercher des positions, d'aller chercher aussi des leviers pour réaliser nos rêves. Mais c'est dans cette application parfois, moi personnellement, je ressens qu'on n'a pas toute cette solidarité entre les femmes pour s'entraider, savez-vous, pour dire, écoutez, voici ce que j'ai vécu, voici ce que je te conseille. Les hommes ont cette facilité davantage d'échanger, de s'entraider. On avait ici, on a au Québec une expression boys club, savez-vous, qui est peut-être péjoratif, mais ce que ça veut dire, et puis c'est peut-être pas mauvais, c'est plutôt à l'intérieur, ils s'entraidaient beaucoup, les hommes. Et moi, je souhaite
souhaite que nous, les femmes, ensemble avec les hommes, qu'on fasse aussi ce beau mélange. Savez-vous, qu'on soit tous ensemble, qu'on sort un petit peu de ces clichés-là. Et je suis certaine que, notamment au niveau des conseils d'administration, que je connais très bien, la place des femmes, elle est là. Il faut savoir s'en servir. Et savez-vous, il ne faut pas nécessairement changer nos valeurs, mais je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avant de me lancer en politique, faire partie intégrante des conseils d'administration pour influencer la pérennité des entreprises. Et c'est possible, mais il faut sur ce chemin que les femmes aussi, on apprenne à s'entraider davantage. Ok. Là, vous êtes beaucoup plus circonscrit dans le domaine de la politique et puis vous avez, oui, mis en valeur le fait qu'il y a plus de chances, mais on va pas peut-être s'arrêter à ça. Je vais d'abord prendre les avis différents et peut-être divergents. Et puis Bien sûr. ensuite, on verra où on s'enligne avec ça. Là. Qui veut se lancer Gemma? Ok. Donc moi, comme je vous ai expliqué, je suis ici depuis très peu de temps, 1 an. Et de là où je viens, la Belgique, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment eu un choc, mais un choc positif parce que la manière dont la femme a un rôle dans la société, c'est tellement différent de là où je viens, de la Belgique, parce que on l'écoute. Elle a une voix. J'entends beaucoup de choses négatives, beaucoup de plaintes, etc. Mais je trouve vraiment que la femme ici, on a beaucoup de chance, en tout cas, d'être au Québec. Je suis vraiment très reconnaissante d'être ici, comparé à un pays comme la RDC ou tous les pays que j'ai pu entendre aujourd'hui, vraiment. Donc à ce niveau-là, personnellement, je n'ai pas vécu quoi que ce soit de négatif par rapport au fait que j'étais une femme, contrairement à mes expériences professionnelles antérieures en Belgique, où j'ai vécu de la discrimination parce que j'étais une femme, tout simplement. Donc mon salaire était beaucoup plus bas qu'un collègue, etc., où on ne me donnait pas un travail, alors que j'ai fait mes preuves, tout simplement, et mon CV prouvait que j'avais les compétences. Donc à ce niveau-là, moi, je suis vraiment très heureuse d'être au Québec. Je compte encore rester ici très longtemps. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir cette collaboration entre femmes, de se soutenir beaucoup plus, parce qu'on peut vraiment faire bouger les montagnes. C'est vraiment très important, je pense, parce que je pense qu'il y a également une étude très sérieuse d'une université qui a été menée pour prouver que lorsque les femmes se mettent ensemble, ça fait du bien au niveau de la santé également. Donc c'est même pas juste une histoire de copines, etc. C'est vraiment, on en a besoin, c'est très important. Donc c'est ça mon avis. Ok, donc votre avis, il est aussi positif que celui de Madame Sonikina. Cependant, peut-être recadrer un peu la question, la situation des femmes à Québec, au niveau des inégalités et tout. En tout cas, on pourra toujours revenir. Je vais prendre votre avis. Écoutez, je suis du même avis, partiellement, que mes chers collègues. Effectivement, on a beaucoup d'opportunités ici à Québec et les femmes québécoises ont beaucoup lutté pour arriver à ce stade-là, si on connaît l'histoire, le mouvement féministe pour les droits des femmes. Comme on disait tantôt, il faut continuer le combat. C'est sûr que jusqu'à maintenant, au Québec et à Québec, c'est ce que disent les dernières données, les dernières statistiques, les informations qui nous parviennent, que les femmes, pas nécessairement, les femmes n'ont pas le même, je dirais, il y a un écart salarial qui tourne autour de 16% entre les hommes et les femmes. 17 000. 16% de pourcentage, entre 16 et 17%, c'est quand même une grosse différence là. On va me dire, mais quand même ce n'est pas 100%, parce qu'il y a des États où c'est 100%, mais quand même c'est présent. C'est du moment où on peut voir le verre à moitié rempli et à moitié vide. Moi je verrais les deux. À moitié rempli, parce qu'il y a eu beaucoup d'acquis, comme je le disais, le droit de vote, l'expression, la possibilité de participer à des élections, d'être élu, de pouvoir évidemment participer à intégrer, que ce soit les conseils d'administration, que ce soit avoir la possibilité de pouvoir prendre des décisions
et d'influencer, parce que l'influence est très très importante, ça permet d'orienter un tout petit peu les politiques aussi envers la société, changer, mettre en place des mesures, des politiques pour une meilleure égalité homme-femme. Donc ça c'est un fait. Alors parlant de la femme, si vous me permettez évidemment, je parlerai de la femme noire. Oui, alors, la femme noire, c'est très très important parce que moi, je regarde la situation évoluer, puis je me dis, il y a quand même, la discrimination, elle est toujours présente. Donc, si on regarde le taux de chômage ici à Québec, les femmes noires racisées, on l'appellerait, moi j'utilise le mot noir qui me semble le plus simple possible, là, parce que du moment qu'on dit femme blanche, pourquoi on ne dirait pas femme noire? Mais c'est pas, parce que moi les couleurs ça ne m'intéresse pas du tout. La race humaine elle est unique, il n'y en a pas deux ou trois, on est humain puis c'est tout. Après, à partir de là, qu'on ait les cheveux blancs ou les cheveux rouges, c'est autre chose. Puis là, la discrimination, elle est quand même, dans le milieu de l'emploi, elle est présente. Ça, il faut l'accepter, ça, ce sont des données, c'est avéré. Alors, en même temps, qu'est-ce qui fait que, je prends juste l'exemple le plus simple, l'exemple que je connais le mieux, le milieu académique. Alors, on regarde quand mon université, l'Université Laval, qui est une université, l'une des universités les plus prestigieuses au monde, où on fait beaucoup d'efforts, mais ça, il faut le reconnaître, mais vraiment beaucoup d'efforts pour des politiques inclusives, on permet à tout le monde d'avancer ensemble, de se diplômer, mais aussi de se réaliser parce qu'on acquiert des compétences, etc. Mais on se rend compte que ce soit dans le corps professoral, il y a de moins il y a des domaines ou des disciplines, il n'y a vraiment pas de femmes dans le corps professoral. Il n'y a pas de professeur, par exemple, femme en sciences politiques, vous comprenez? Jamais eu à l'Université Laval, quand même, 1852, on est en 2019, vous comprenez? Entre-temps, il y a combien de femmes qui ont eu leur doctorat en sciences politiques noires? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que c'est la faute de l'université, loin de là, mais je me pose, je me questionne. On est dans un cadre où on peut se questionner. Donc ça, c'est un exemple. Et je peux sortir de l'université, aller dans d'autres secteurs, que ce soit les médias, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. C'est sûr qu'il y a des canaux qui sont mis sur la table, mais il est important d'identifier ces problématiques-là, de les reconnaître, parce que la reconnaissance de ces difficultés nous permettra de pouvoir proposer des pistes de solutions qui sont concrètes, parce que c'est un fait. Alors, et le combat va encore beaucoup plus loin, parce que si on n'identifie pas, c'est-à-dire on ne théorise pas cette problématique-là, dans le cadre, quand on parle de l'afroféminisme, avec les inégalités que l'on retrouve au sein même du groupe féministe, de la reconnaissance comme le mainstream, là, le féminisme très blanc ou très blanchisé, etc., qui on reconnaît les problématiques sont les mêmes. Effectivement, on a les mêmes problèmes en tant que femme. Hein. On cherche à lutter contre ces discriminations, entre les inégalités. Mais si moi je suis femme, je suis noire, ou je suis musulmane, je suis voilée, les problématiques deviennent beaucoup plus accentuées quand on parle de l'intersectionnalité. Donc c'est ça dont on fait référence. Alors c'est important de mettre ça sur la table puis de voir, mais pourquoi à Québec en 2019 il y a encore ces genres de discrimination-là? Pourquoi 3,5% de la population canadienne est noire, puis dans les sphères de décision, il y a de moins en moins de femmes d'hommes noirs et de moins en moins de femmes noires. Déjà, on a peu de noirs, mais si on a des noirs, ce sont beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc il faut aller chercher les solutions à partir de ce cadre-là. Puis dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositions, la loi elle est encadrée. Elle est égalitaire, la charte québécoise s'applique à tout le monde. Puis avec la pénurie de la main-d'œuvre, les tendances, on préconise au niveau de l'immigration, c'est un message qui devient essentiel, c'est important d'aller chercher les compétences, parce qu'il y a beaucoup de compétences dans la représentativité. C'est fondamental quand on parle de la politique. Donc c'est important qu'on aille chercher dans ces groupes-là, que ce soit les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes asiatiques, tout le monde. C'est-à-dire, moi quand je visualise le Québec, que j'adore le Québec, je suis là depuis 7 ans, mais je le dis souvent, c'est un pays que j'aime bien, le Canada, j'ai choisi d'y vivre avec ma famille, parce que je trouve que quand même, c'est un pays où les valeurs sont universelles, les valeurs de respect de l'autre, de la reconnaissance de la compétence de l'autre. J'ai vécu aussi en Europe, donc je sais ce que vous êtes en train de dire. je comprends très très bien, et malheureusement, ce sont des faits qui persistent encore, mais ici, on a perfectionné notre modèle, puis on n'a pas à aller chercher dans les autres modèles européens où ça ne fonctionne pas. Je le dis souvent, même quand on parle d'immigration, le modèle d'immigration à Québec, c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Le processus d'immigration, il faut le perfectionner par exemple. Moi je suis totalement d'accord quand on réforme l'immigration en permettant de choisir les gens en fonction des besoins. Ça c'est un fait. Et je pense que c'est très très important, puis moi je suis totalement à l'aise là-dessus.
Mais là, je sortirai un peu de ce sujet, Là, mais je me spécialise en immigration. Mais c'est ça, mais en immigration, mais tu sais, ça rentre quand on parle de la femme, l'immigration avec la femme, 50%, 51% des immigrants sont des femmes. Oui, mais là, c'est un autre thème, un autre sujet complètement. Ben, on différent. On reviendra pour une autre émission, on en parlera aujourd'hui. Oui, mais je voulais juste évoquer les problématiques des femmes immigrantes, des femmes noires, des problématiques qui, quand on parle des droits des femmes, de la valorisation de la femme, moi je pense que on est en plein ça. C'est-à-dire aller mettre en lumière, valoriser ces compétences-là. Parce que quand on immigre, on arrive avec un potentiel. Un potentiel, que ce soit du point de vue humain, un vécu, des valeurs. Donc, vous avez beaucoup insisté sur les valeurs. Et moi, je me sens très bien québécoise, mais je me sens extrêmement bien sénégalaise. Puis j'aime bien manger mon tchébudjem, comme je dis. Je ne vois pas pourquoi je dois occulter mon riz au poisson. Puis qu'on me dise t'es plus sénégalaise. Je suis sénégalaise autant que je veux devenir québécoise, ou je serai québécoise, ou je suis québécoise. Donc, utilisons, exploitons ces potentialités-là, ces potentialités humaines, ces compétences, ces ressources pour pouvoir faire de ce que nous voulons, c'est-à-dire un Québec qui est très inclusif. On est capable de le faire à travers, évidemment, les femmes. Merci. Mais vous en aviez à dire, hein? Vous avez bien surfé. J'ai apprécié le fait que vous mentionnez l'afroféminisme et puis que vous ayez ramené, vous avez circonscrit quand même la discussion au niveau de la problématique des femmes noires et des femmes africaines éventuellement. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on parle surtout aussi des personnes qui sont les plus touchées, c'est-à-dire les femmes issues de l'immigration. Donc, c'est quelque part ce qui est au cœur de notre émission aujourd'hui. Donc, ne pas se retenir d'en faire cas. Fait que je pense que, par contre, de ce que vous avez dit, je ne peux que donner la parole à une autre personne parce que je ne peux pas trancher. À moins que ce soit M. Diabaté. Moi, je pense que les trois dames ici présentes ont pratiquement tout dit. Oui. Je sais pas vraiment. La seule chose que moi je pourrais dire de façon caricaturale, quand je suis arrivé au Canada, on m'a dit déjà il faut retenir que Québec c'est une ville qui a passé aux femmes. Et on m'a dit de faire très attention parce que ici, il y a beaucoup de germains. Ouais, ici on me dit les personnes qui ont plus le droit c'est les femmes. Bon. Ensuite les animaux, après vient les hommes. Les voitures. Donc, c'est comme je l'ai, c'est une manière caricaturale de le dire, mais c'est pour dire que, oui, ici, contrairement à d'autres pays, on accorde beaucoup d'importance à la femme, beaucoup d'importance aux droits de la femme. Et je suis totalement d'accord avec Ndinaba également quand elle dit que c'est vrai, c'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment concernant le cas des femmes noires. Okay. Voilà, donc les cas de discrimination basés sur la couleur de la peau sont très fréquents et les gens sont quand même assez hypocrites, font croire aux gens quelque chose mais qui dans les faits sont totalement différents. Donc on ne va pas totalement cracher dessus, c'est quelque chose qui est déjà très bien, mais il y a encore des choses à refaire. Donc c'est ce que je vais dire. Le mot qui me venait à la tête, c'est vraiment équilibre. Donc il faut équilibrer vraiment. Là, vous êtes en train de glisser déjà vers la sortie de notre discussion tout à l'heure qui sera des pistes de solutions. Mais on prend quand même, on y vient. Moi j'attaque déjà avec équilibre. Je place ça. Mais je pense qu'actuellement, on est presque au milieu de notre discussion. J'aimerais qu'on mette éventuellement, selon nos expériences personnelles, le doigt sur les points dans la ville, éventuellement dans la région, où les problèmes vraiment d'inégalité sont les plus ressentis. Personnellement? Oui, mais parce qu'on ne connaît pas partout. On ne peut pas dire que... moi, personnellement, je ne peux pas parler peut-être, je sais pas, d'un problème qui se passe dans les maisons de retraite ou bien dans les maisons de... je sais pas. Donc, très brièvement, comme ça, selon nos expériences, où est-ce qu'on ressent qu'il y a le plus de problèmes d'inégalité envers les femmes, éventuellement issues de l'immigration. Et ensuite, on va glisser dans les pistes de solutions pour pouvoir sortir et terminer notre émission. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait... Je me lance.
peut-être. Bon, oui, super. Une deuxième fois. On va mettre une perche en bas et de l'échelle pour que vous ne tombiez pas. Merci. Savez-vous, j'ai apprécié votre transparence et votre franchise, à savoir que oui, on a sur papier les droits, les règlements, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Et savez-vous, je peux aussi vous partager ma préoccupation en regard en tant que femme immigrante, même si bon, je suis blanche. Ça dépend des secteurs d'activité. Et savez-vous, lorsqu'on est au niveau plus technique, lorsqu'on est plus au niveau, en termes de secteur d'activité, si on a un métier un petit peu plus, disons, opérationnel, ça va bien, cette mixité. Je pense que moi, je sens qu'il y a maintenant, avec ces tendances qui se pointent à l'horizon au Québec du 21e siècle, on n'aura pas le choix de mettre en valeur cette mixité. De plus en plus, je voudrais tenir ce discours de mixité. C'est ça, c'est précieux, en fait, cette diversité, puis il y a quoi pour être fier. Mais maintenant, plus on monte dans l'hiérarchie, d'accord, au niveau des entreprises, au niveau des organisations, c'est là où on se questionne de plus en plus, qu'on soit une femme immigrante blanche, ce qui est mon cas, ou bien noire. Je ne peux pas témoigner à votre place, mais j'ai entendu votre préoccupation. Je tiens à vous souligner que on doit quand même assumer un certain leadership qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que là où on dit leadership au féminin, en plus féminin immigrant, il y a aussi un questionnement, comment est-ce qu'on peut amalgamer ce leadership qui nous appartient versus les valeurs de l'entreprise? On peut peut-être la connaître très bien, cette entreprise, comme on peut peut-être moins la connaître. Et c'est là où on commence à ressentir des difficultés, plus on monte dans ces échelons hiérarchiques et de plus en plus, les places sont limitées. Donc, c'est là où il y a un vrai combat qui peut commencer entre des leaders. Et savez-vous, moi, j'ai vécu peut-être à ma façon. Je vous dirais, comment est-ce qu'on doit prendre cette place-là? On entend ce discours, prendre notre place. Et je me suis questionnée beaucoup, comment peut-on prendre cette place-là tout étant soi-même, tout en mariant les valeurs qui viennent avec nos racines versus les valeurs qu'on a épousées ici dans cette société qui nous a adoptés, et puis on est très reconnaissant. Et je vous dirais, le vrai défi pour moi, Svetlana, personnellement, c'était à peu près vers 40 ans, lorsque j'ai commencé à occuper des fonctions comme gestionnaire, comme stratège, et lorsque je me suis spécialisée au niveau de la gouvernance. J'ai eu mon premier conseil d'administration dans une société d'État, et je me suis questionnée comme femme immigrante. Déjà, les femmes, on n'était pas nombreuses il y a 10 ans au sein des conseils d'administration, et en plus, comme femme immigrante, jeune, qu'est-ce que j'ai à partager? Comment faut-il que j'exerce ce leadership? Et c'est là où j'ai forgé, grâce à ces conseils d'administration, ces valeurs que j'ai su vraiment mixer les valeurs qui viennent avec mes racines versus les valeurs de la société québécoise. Mais je tiens à vous dire que chacune, on doit avoir probablement notre propre parcours pour apprendre en fonction de ces secteurs d'activité, en fonction de nos forces intérieures, en fonction aussi du contexte québécois. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer de plus beau pour cheminer et faire cheminer la société? Donc, ce n'est pas parce que je suis blanche, en fait, que j'ai pas eu de difficultés. Je tiens à vous dire que j'en ai pas vu. Parce que j'ai un accent, parce que je ne viens pas d'ici. Mais le Québec change. Et moi, je sens qu'il y a de plus en plus cette mouvance qui va faire en sorte qu'on va... Et aussi à cause de votre nom, hein? Et mon nom. Et puis la politique, évidemment, aux dernières élections, les gens... Écoutez, c'était la première fois dans Tachereau, une femme immigrante qui s'est présentée. Et juste faire prononcer mon prénom, Svetlana, avec le nom de famille, ça a été tout un défi. Mais je tiens à vous dire, j'ai reçu un accueil généralement extraordinaire, ce qui m'a fait d'ailleurs réaliser que le Québec est rendu ailleurs et de plus en plus est très inclusif et très ouvert. Alors on assiste à ces premiers balbutiements et je reste positive, optimiste, mais le combat continue.
Je crois entendre là un discours politique. Non, je suis ici à titre personnel, quand même, en m'alimentant, évidemment, de ce que j'ai vécu. Bon, c'est tout à fait normal, c'était juste une parenthèse. Bien sûr. Bon, qui veut se lancer? Je vais me lancer. Ok. Donc, concernant donc, les difficultés qu'on a vues, on a vécu personnellement donc, ici à Québec. Qu'on voit dans la société actuellement. Quand je suis arrivée ici, je cherchais un emploi dans le domaine de l'administration. Donc, je cherchais un emploi comme adjoint administratif. Et j'ai envoyé énormément de CV. Et j'ai quand même déjà de l'expérience en Belgique. Et donc, moi, mon nom, c'est Gemma Mugore Windekwe Onesta. Ah oui. Je n'ai eu Ah, ça, aucune... là, C'est encore plus difficile. Donc, déjà, parfois, il n'y a même pas assez de place pour l'écrire sur le CV. Donc, j'essaie de m'arranger. En tout cas, je me suis débattue et donc finalement, j'y suis arrivée quand même. J'ai envoyé mon CV. Personne ne m'a répondu. Et puis, je me suis dit, OK, je vais faire un test. Je vais juste mettre Gemma Onesta. Parce que sur ma carte d'identité, en fait, au niveau du nom de famille, en Belgique, je ne sais pas, ils s'amusaient peut-être, ils ont mis Gemma Onesta, c'est mon nom. Et, non, c'est mon prénom, pardon. Et mon nom de famille, juste Mugore. Sauf que dans les faits, Onesta, c'est mon deuxième prénom. Donc, c'est pas vraiment un mensonge, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai eu tellement d'appels de gens qui voulaient que je travaille pour eux. J'ai eu des gens, des entreprises. C'est vraiment Onesta, ça sonne autre chose. Ah oui. Surtout que j'ai pas d'accent africain. J'ai pas l'accent, enfin j'ai l'accent français en fait belge. Donc les gens sont toujours très enthousiastes au téléphone, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est désolant, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Aujourd'hui, je fais partie du conseil d'administration de la Fondation Sauver la Famille ici à Québec et je suis quand même assez ravie de voir que à 27 ans, j'ai pu être à ce niveau-là parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu même imaginer en étant en Belgique, c'est juste pas possible. À moins que j'ai eu vraiment de très belles connexions, que je connaisse le président ou quoi que ce soit. Et donc moi je vais revenir aux difficultés que j'ai pu observer et je vais également parler en tant que femme noire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation de femmes noires qui travaillent dans le domaine du digital. Et quand je parle dans le domaine du digital, ce n'est pas uniquement faire du marketing, c'est vraiment créer des applications, être capable de faire du montage vidéo, de créer du contenu en ligne, etc., faire des sites internet. Et donc moi, c'est un domaine qui m'a très rapidement passionnée parce que quand j'ai commencé à interviewer les femmes en Belgique, c'était parce que j'avais vécu justement de la discrimination à l'embauche que je voulais m'entourer d'autres femmes qui ont réussi dans leur entreprise. Et j'avais pas énormément de fonds. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une caméra et j'ai tout fait moi-même. J'ai appris à faire des montages vidéo, à faire des éditions, tout de A à Z. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui me ressemblent, qui font la même chose. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi, j'essaie de travailler, de montrer que, regardez, moi, je suis capable de faire ça. Vous aussi, vous êtes capable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de modèles. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait changer. Que ce soit les femmes noires qui prennent l'initiative d'être autodidactes et d'apprendre par elles-mêmes comme moi j'ai fait, ou simplement en suivant des formations, comme vous avez dit, d'avoir des professeurs femmes noires qui donnent des cours en sciences politiques, dans le domaine du digital, etc. Je trouve que c'est vraiment c'est important pour nous. Si vous me permettez, peut-être un petit complément d'information. Il y a des concours qui existent, vous me faites penser notamment au concours Chapeau les filles, qui encourage justement les filles qui se lancent dans des domaines traditionnellement reconnus masculins. Alors, il y a plusieurs moyens, puis c'est là où je disais à quel point soit on n'a pas nécessairement l'information, soit on ne sait pas comment y accéder, ou soit il faut aussi s'entraîner. Actuellement, on est à moins de 10 minutes de la fin de notre émission. Est-ce que, concrètement, est-ce que vous ressentez, c'est sûr que oui, peut-être, l'évolution de la valorisation des femmes en général ou des femmes issues de l'immigration à Québec, est-ce que ça se ressent? Si oui, comment? J'ai pas lancé. Oui, On va repêcher, j'espère. non. Non,
mais écoutez, moi je regarde mon parcours au niveau de la faculté de droit de l'Université Laval, au niveau de l'Université Laval, je me dis, je suis tellement contente et je me sens, je suis considérée comme une personne. Les gens me parlent, mais sans regarder ma couleur. Je ne me sens vraiment pas noire ou blanche ou jaune au sein de mon département. Ça, je le dis, ce n'est peut-être pas le cas avec les autres collègues ou avec certains ou pas. Mais les expériences sont personnelles. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en fonction là, quand on interagit avec les autres. La manière dont les autres nous perçoivent dépend beaucoup de ce que nous sommes aussi et de la manière dont on perçoit les affaires. Puis de la manière, l'approche est très très importante. C'est-à-dire, du moment que moi, ça ne me passe même pas par la tête. C'est-à-dire, quand je fais un concours, quand je fais une demande de bourse, et je le dis, je pense que je remplis les conditions, puis j'aurai la bourse. A priori, je ne vais pas me dire je ne demanderai pas de bourse parce que je sais que de toute façon, ils sont racistes, ils ne me donneront pas la bourse. On a deux approches. Une, je dis, je me lance, comme on dit, je fais ma demande de bourse. Si je l'ai, c'est bien. Si je ne l'ai pas, c'est parce qu'il y a un autre qui a mérité plus que moi. Donc, c'est pourquoi quand je parle d'approche, c'est ça. Donc, moi, quand je me regarde ou je regarde ma famille, je me dis, on n'est pas victime de discrimination, etc., individuellement. Par contre, quand je regarde, c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'avoir un regard, ce n'est pas parler au nom des autres, c'est de pouvoir regarder de ce qui se passe autour de nous, puis à partir de là, faire des conclusions, puis proposer des solutions, quand on parle de proposition de solutions. Alors, les femmes immigrantes arrivent ici avec un niveau de scolarité très élevé. C'est comme les immigrants aussi, ça c'est reconnu. Ça ne sort pas de moi, ça sort des statistiques Canada. Le dernier recensement de 2016 le dit. Et les anciens aussi. Donc, le taux de diplomation est très très élevé, très important. Et dès qu'elles arrivent, on vous demande l'expérience québécoise. Et comment vous pouvez atterrir à Québec et avoir une expérience québécoise au bout de 6 mois? Donc, vous n'aurez jamais, c'est tant qu'on ne vous donnera pas une chance, vous n'aurez jamais l'expérience québécoise. Donc, il faudrait qu'on mette en place un processus transitionnel qui permette à ces femmes-là de pouvoir s'intégrer au sein des entreprises. Parce qu'il faut commencer par le bas, comme on dit, pour pouvoir échelonner. Que ce soit au niveau des conseils d'administration, parce que c'est un long processus. Moi, je suis dans les conseils d'administration depuis quelques années. J'essaie de faire bouger les choses, comme on dit, mais ensemble, parce que ce n'est pas des causes féministes, juste ça, ou des causes qui sont liées à la race, ou je ne sais pas quoi. Parce que moi, je n'aime même pas le mot race, parce que ça n'existe pas pour moi. Mais c'est juste pour dire, il y a des outils, il y a des moyens, l'information, parfois ça bloque un peu les gens parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas où aller chercher l'information, la solidarité féminine, hein, et ça laisse encore, il y a du travail à faire entre nous autres, la concurrence qui n'est pas saine non plus, puis qui ne nous fait pas avancer alors que les hommes forment leur boys club. Pour nous, on n'a pas de boys girl, ou de club girls club. Non, mais moi je veux mettre les deux là, girls, boys club, tout le monde ensemble pour pouvoir avancer. Donc, il y a des problèmes, c'est sûr, et des problèmes que l'on retrouve, que ce soit au niveau de l'emploi, mais peut-être à bas niveau, à moyen niveau. Chez les cadres, il y a de moins en moins de femmes déjà, et de femmes issues de l'immigration encore, davantage, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, en milieu académique, dans les médias, comme je disais, évidemment dans votre domaine que vous maîtrisez, moi que je fais partie peut-être des femmes les plus nulles. Quand on touche tout ce qui est digital, moi je ferme la porte parce que je ne connais absolument pas, sinon envoyer des courriels. Donc il y a du travail à faire là-dessus aussi. Puis comment opérationnaliser un peu tout ça, c'est-à-dire on a des propositions, on a beaucoup de propositions, on a de la cible, on a de la clientèle, mais il manque le link. Comment faire pour qu'il y ait ce link-là, qu'une personne immigrante qui débarque à Québec avec ses compétences particulières ou pas, et qui va accéder à un poste? C'est comment permettre à cette femme-là, comment l'accompagner si elle veut faire l'entrepreneuriat. Il y a tellement de fonds. Moi, je glissais encore sur le terrain de l'immigration. Oui, c'est vrai, c'est en mais c'est important parce que quand on parle de résolution des problèmes, c'est à ce niveau-là que ça va se passer. C'est-à-dire si on veut que des femmes puissent pouvoir concilier la famille, c'est-à-dire que la maternité ne soit pas un obstacle pour le salaire, que la maternité ne soit pas un obstacle pour l'accès à l'emploi, que ça ne soit pas un obstacle pour l'accès non seulement à l'emploi, mais pour la promotion. Il va falloir qu'on mette en place des mesures, c'est-à-dire que les employeurs soient formés, que quand on entend le nom de Honesta ou quand on entend le nom de Ndiaye, ça ne veut rien dire.
ce sont des compétences qui comptent, vous comprenez? C'est à ce niveau-là que ça va se passer. Et comme on est dans une société très diversifiée, où on cherche à tendre vers l'inclusion le plus rapidement, le meilleur possible, en tout cas c'est notre objectif à nous autres, ça passera forcément, mais vraiment forcément, par ces mesures d'accompagnement, de formation, d'éducation à partir du bas, c'est-à-dire dans les écoles primaires, qu'on sache que la diversité, elle est là, qu'on a des compétences, on va grandir ensemble, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on partage les mêmes objectifs ensemble. C'est important. Ça, c'est important. Ah oui, mais écoute, je suis... Moi, quand on parle de journée des droits de la femme, puis quand je regarde, je lis le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, et là, je suis complètement à terre, puis je me dis, mais franchement, encore, le viol est considéré dans certains pays comme une arme. On viole des femmes pour pouvoir lutter. C'est ce que disait tantôt Eric au Congo. Les femmes n'ont pas accès à des soins de santé. Au Sénégal, il y a des femmes qui meurent en donnant la vie. Ça n'a pas d'allure. Quand on parle de droits de la femme, on fait référence à quoi concrètement? Avoir un emploi, à vivre bien, à être bien, accéder à certaines ressources. Ça n'a pas d'allure que des femmes meurent dans la Méditerranée avec leurs enfants pour pouvoir trouver du travail. Et ça, c'est la réalité. Donc, si on veut trouver des solutions, il faut qu'on décrive la réalité telle qu'elle, et à partir de là, on va chercher des solutions. J'imagine qu'avec votre intervention, on se glisse directement dans des suggestions de solutions, des pistes de solutions pour pouvoir, comme lors de notre émission, on constate donc tous ensemble qu'il y a, oui, on a envie dans des bonnes conditions, éventuellement meilleures conditions que dans les pays en voie de développement. Cependant, il y a sûrement beaucoup à faire, et que ce soit dans un contexte socio-économique, politique et tout, les femmes ont bien sûr, on ressent toujours cette inégalité-là, on ressent toujours ce besoin de combler ce dernier petit pas pour la femme qui manque. Alors, à un autre niveau sur cette table, si peut-être, on ne sait jamais, Monsieur Legault qui nous écoute aujourd'hui, on ne sait jamais, écoutez, que ce soit peut-être notre Premier ministre fédéral qui nous écoute et qui dit, bon, ok, on va les écouter, on va prendre leur avis. Ce serait quoi les pistes de solutions qu'on pourrait suggérer maintenant? On va écouter les hommes. Oui. On va écouter nos hommes. Moi, je pense que ça, l'information, c'est très important parce que l'information est un pouvoir. Et du coup, des femmes peut-être comme Madame Solekina ici, vous avez peut-être franchi des étapes importantes que plusieurs femmes n'ont pas encore franchies. Et c'est important de trouver une méthode, pas forcément vous, je ne mets pas la pression sur vous, mais simplement pour dire que c'est important de le partager. Il faut trouver une occasion, il faut créer un système qui va vous permettre, vous et à d'autres femmes comme vous, de pouvoir partager, d'autant plus que vous êtes immigrantes, de pouvoir partager votre expérience, votre parcours. C'est-à-dire que voici les difficultés que j'ai, voilà. Et ça, accès à l'information, ça touche l'éducation, conférences, c'est ça. Et comme on a mentionné tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, le leadership, vraiment il faut encourager et stimuler le leadership de la femme pour que la femme puisse prendre des postes et des positions de postes décisionnels vraiment dans des organisations pour pouvoir changer sa situation. Je pense que je parlais aussi de l'équilibre tout à l'heure, c'est très important parce que on peut parfois se retrouver c'est pas du favoritisme, mais on oublie carrément une société, une communauté en particulier, que ce soit si je parle d'éducation, par exemple, ou de l'accès à l'information, c'est pas seulement des mamans qu'il faut informer, c'est des jeunes filles, peut-être qu'il faut informer. Alors, peut-être l'information va être adaptée.
c'est ça. Mais, mais accès à l'information, c'est des jeunes enfants au secondaire, au primaire. Il faut déjà informer, les préparer à ce qui les attend à leur réalité. Et les femmes qui sont déjà dans des situations critiques, là, qui vivent le chaos, ben, il faut aller à leur secours, puis mettre des méthodes en place, des solutions, voilà, le système, voilà, qui va se lancer? Moi, je vais juste ajouter pas grand chose. Non, je dirais que tout part d'une prise de conscience. Aucun État ne pensera à chercher une solution à un problème s'il n'est pas conscient de l'existence de ce problème-là. Et donc, c'est pour aller un peu dans le même sens que lui, que le plus important, au-delà de tout, c'est l'accès à l'information. Et c'est à deux niveaux. Je dirais aux femmes, que ce soit les femmes africaines ou que ce soit les femmes en général, d'aller vers l'information. Pas forcément attendre que l'information vienne vers elles. Je voudrais bien pas rectifier, mais quand on dise peut-être les femmes, pas seulement, les femmes en général, parce que c'est très C'est ça, important, justement. Pas seulement les femmes africaines, mais les femmes en général. De ne pas attendre que tout le temps l'information. Parce que souvent, c'est l'erreur des gens. On ne cherche pas à savoir. On est dans notre univers. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Comme elle a dit, il y a pas mal de choses qui se font. Mais si on ne va pas vers l'information, on ne saura jamais. Ça, c'est le message que je vais passer aux femmes. Et également aux décideurs. Djenaba l'a si bien dit, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir. Et je pense qu'à ce niveau, Djenaba sera mieux placé pour donner pas mal de solutions. Mais pour moi, c'est à double niveau. Les responsabilités sont en quelque sorte partagées. Il informe également aux femmes de prendre en main leur destin comme nos grandes-mères l'ont fait il y a très longtemps. Donc de ne pas s'asseoir sur nos acquis, on dit que tout est fait, tout est bien, on est dans un monde qui nous considère. Non, c'est faux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est aux femmes de prendre en main leur destin. Et savez-vous, si je peux encore un petit moment. Oui. Si je peux me permettre, savez-vous, j'ai participé à quelques tables rondes pour encourager les filles au niveau des sciences et génie, pour ne pas avoir peur d'aller dans ces domaines-là. Et vous l'avez mentionné également tout à l'heure au niveau des sciences politiques. Et savez-vous, il y avait des femmes de différentes origines autour de la table. Et après cette table ronde, elles sont venues me voir en disant à quel point ça leur a fait du bien d'entendre une femme qui vient comme moi du monde des sciences, même si je n'ai pas fait ma carrière en sciences. Les sciences m'ont apporté beaucoup la démarche, la rigueur, et donc c'est jamais perdu parce que c'est vraiment une fondation précieuse pour la vie qui nous donne cette assurance. Et savez-vous, par ailleurs, donc ça fait partie de l'éducation, de l'enseignement supérieur, mais il y a aussi un autre volet qui m'a touchée dans votre témoignage tout à l'heure, à savoir lorsqu'on est mal prise comme femme, peu importe la couleur, peu importe nos origines, peu importe si ça fait 1 an, 7 ans ou 26 ans que nous sommes ici, on a besoin d'être écoutés. Et les organismes qui sont mis à notre disposition, à la disposition de la société lorsqu'on est démuni ou lorsqu'on se questionne, lorsqu'on est mal pris ou prise, ça existe aussi. Puis il faut savoir diffuser cette information parce que quand ça va bien, c'est facile de partager le bonheur et la joie. Quand ça va moins bien, comme femme, on a cette tendance de s'enfermer. Et savez-vous, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et il y a des organismes qui viennent en aide aux femmes, vraiment les femmes qui vivent soit une violence, soit des difficultés sur le marché du travail. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher cette information. Donc, moi, je vous dirais qu'il faut encourager en amont l'éducation, d'encourager les femmes d'aller en sciences, d'aller dans des métiers plus masculins, ne pas hésiter, mais dans une autre dimension de la vie, quand ça va moins bien éventuellement. Qu'on soit maman, qu'on soit une femme d'affaires, qu'on soit une femme dans les rues, il y a aussi de l'aide que le Québec nous offre. Il ne faut pas hésiter. C'est super. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est quand je vous entends parler, puis c'est rassurant, en fait. Je vous le dis franchement, c'est rassurant pour nous autres. Et on vient d'arriver, puis de dire, mais c'est possible, il est arrivé. Il reste du chemin encore à faire, j'imagine, du point de vue au moins de la politique. Là, vous allez vous engager encore plus.
davantage, puis je vous le demande solennellement Merci. de continuer. Ça me touche. Mais c'est rassurant en fait parce qu'on se dit, parce qu'on se questionne beaucoup quand on arrive, qu'on arrive avec tout son bagage culturel, scientifique ou connaissance, expertise, puis on se dit on va faire quoi, qu'est-ce qui va arriver dès qu'on passe par certains organismes, etc. Puis parfois on nous conseille d'aller faire le commis. Tout de suite, écoutez ici c'est difficile, les études coûtent cher. La chose la plus simple, trouver un travail, vous préposer, etc. Et il m'est arrivé qu'on me propose ces choses-là. Je dis, mais franchement, c'est un travail que je considère énormément, c'est un travail que je respecte beaucoup. Mais ce n'est pas mon choix. Est-ce que vous allez attendre un tout petit peu que je vous explique c'était quoi mon choix de vie? Parce que je suis arrivée avec mes choix. Puis je pense avoir les moyens. Et je suis dans une société qui me donne les moyens. Il y a beaucoup de ressources. Parlons-nous plus souvent, partageons notre vécu plus souvent, et je pense que ça devient de l'espoir. Et c'est aussi un exemple pour nos enfants. Et ce que vous êtes en train de vivre maintenant, j'ai vécu ça comme femme immigrante blanche il y a 26 ans. On était 18 russophones à Québec, alors on partait de loin, puis aujourd'hui on est rendu avec une mixité, diversité culturelle. Et puis bravo, c'est tant mieux, c'est le demain de la société québécoise, c'est notre avenir. Ça passera, la transformation sociale passera inévitablement par ça, avec une certaine volonté politique. Tout à fait, elle est là. Une volonté politique de déconflit. Merci pour ces échanges. Mais vraiment, je remercie Florent de l'invitation. On pourrait passer des heures encore à discuter Oui, on sait qui est sûr. de ce sujet-là. On n'aura pas fini. Je suis passionnée, mais je suis très très heureuse d'être là. Puis les pistes de solutions, évidemment, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous avez donné toutes les pistes de solutions. Travaillons ensemble, continuons de faire ce que nous sommes en train de faire, beaucoup plus d'implication sociale. Il faut inciter les communautés à s'impliquer, que ce soit dans les organisations, les associations, que ce soit à l'université. L'implication sociale est très importante. C'est un cadre qui permet à l'individu qui arrive, qui est dans un autre cadre, de pouvoir comprendre comment le fonctionnement par exemple, dans les associations universitaires, quand c'est quelque chose, il y a tout le monde qui est là-dedans. Donc, non seulement il y a la possibilité d'acquérir des compétences transversales, mais en plus de ça, on tisse des réseaux, on crée des réseaux. Le réseau est fondamental à Québec, il faut avoir son réseau, comme on dit. Donc, ça permet. Oui. Voilà. On s'en sort. Voilà, on s'en sort pas. Donc, c'est à travers l'implication sociale, à travers. Oui, je sais qu'on a des problèmes de temps, là, mais c'est juste ça que je voulais dire. La transformation sociale, c'est important que nos hommes comprennent que la charge mentale, la charge dans la gestion de la famille doit être partagée. Exactement. Mais pas 50-50. Moi, je ne suis pas dans une 50-50. Je suis vraiment jamais dans une posture. Je me dis, je me sens femme. Je n'ai pas besoin d'être un homme. Je suis fière d'être femme. Puis je me reconnais comme femme. Puis quand j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Puis quand j'ai envie de nettoyer, je nettoie. Je veux juste que nos partenaires, les partenaires, que ce soit des maris, que ce soit des conjoints de fait, ou des amis, ou des copains, parce qu'on est dans une société très diversifiée, où on peut vivre comme on veut, puis c'est très très bien. Mais la charge mentale, la charge dans la répartition de la gestion de la famille, à un moment donné, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc quand je parle de transformation sociale, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Aussi inciter les jeunes, inciter les employeurs à comprendre que désormais à Québec, il va falloir s'y faire. C'est un peuple très diversifié. Merci. Sans oublier l'éducation de la jeune fille. D'où mon projet. Oui, c'est ça. Bon, on va finir. Je pense que vous avez déjà fait. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc, on va pouvoir. On va éviter la redondance. Oui, exactement. Je pense que Eric. Non, oui, je sais, j'y viens. Donc là, je pense qu'on a. En gros, pour conclure, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse ou bien d'avoir les solutions. Cependant, ce qu'il en ressort de notre conversation, c'est, moi personnellement, de tout ce que vous avez dit, je dirais que personnellement, c'est se découvrir pour découvrir. Donc, il faut s'ouvrir, il faut y aller, il faut aller vers l'information, il ne faut pas rester cantonné pour rejoindre tout ce que vous avez dit. Et la transformation sociale dans la charge de la famille, quelque chose de très intéressant à appliquer aussi dans tous nos foyers, dans toutes nos familles, et aussi avec les compétences transversales, aussi avec les découvertes, aller
vraiment partager ces expériences. Je pense que ça, c'est très important. Donc, sur ces mots, ne pas s'isoler, c'est ne pas s'isoler. Ne pas s'isoler, puis comme je disais à un moment donné à mes enfants, encore une fois, je m'excuse pour cette parenthèse, je disais, seul tu peux aller vite, mais ensemble, tous ensemble, on ira plus loin. Et je crois que ça peut s'appliquer à nous, effectivement. Donc, c'est ça. J'aimerais donc, avant de... Tout à l'heure, je vais prendre 2 minutes juste pour donner des informations des activités multiculturelles qui se préparent, des 2-3 que je connais actuellement, parce que j'en ai pas trop reçu cette semaine. Et ensuite, on va pouvoir clôturer. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier vraiment, est-ce que quelqu'un, un dernier mot d'une seconde a dit avant que je clôture, parce qu'une fois que je vais clôturer, on pourra lui parler. Je sais que votre projet Soutrali, il est en cours actuellement. C'est un projet pour aider des jeunes filles de l'Afrique. On va aller vite fait. Oui, brièvement. Brièvement, je vais essayer. Donc justement, l'idée maîtresse du projet Soutrali, c'est de faciliter l'accessibilité à l'éducation des jeunes filles, pas ici mais en Afrique. Oui. On pourra se dire en quoi ça sera pertinent pour les Québécois de participer à un tel projet. Nous sommes tous là issus de milieux différents, on est nés ailleurs et aujourd'hui on travaille au Québec. On participe à notre manière à l'avancement de la société québécoise. Okay. On ne sait jamais, peut-être que ce sont ces petites filles qu'on va aider qui seront demain à notre place pour nous aider. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment très important, mais le projet ne se limite pas seulement à ça parce qu'il vise également à développer justement l'esprit de vivre ensemble dans la société québécoise. Nous sommes tous issus de milieux différents. Moi, je suis en santé, je suis avec des amis qui sont en droit, et ensemble, on essaie de mettre en place un projet. Pour réussir à le mettre ensemble et à le faire, c'est justement ça le défi. Donc, c'est un projet qui veut non seulement aider les enfants africains, les filles principalement, mais en plus de ça, essayer de développer certaines aptitudes philanthropiques de nos membres et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Donc, ceux qui veulent participer, c'est juste aller sur le site de La Ruche Québec. Ils mettent La Ruche Soutrali, on voit le projet Soutrali et on fait une collecte de fonds dans ce sens-là. Donc on est encore loin de notre objectif. Donc j'espère que tout le monde ici va donner un petit quelque chose. Et actuellement, il faut souligner que Diaspora Interaction est partenaire de ce projet et on essaie de participer à la construction de ce projet. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à aller sur le site et à participer. Donc, je pense que c'est terminé. Ben, maintenant, pour finir, donc, à Québec, comme vous le savez, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Hier, on avait la fameuse édition, 4e édition de la soirée de la femme, une édition qui a été magnifique selon les commentaires des personnes qui y étaient. Il y avait près de 300 personnes et défilé de mots, bref, petit de réseautage. C'était vraiment très très social, c'était très bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on se prépare pour une autre édition l'année prochaine. Mais en attendant, pour les activités qui s'en viennent, il y en a beaucoup. Parmi nous, il y a une personne qui est venue nous parler de Miss Afrique Québec qui se passe samedi prochain. Oui, alors c'est samedi prochain, le 16 mars, au Musée national des beaux-arts. On aura le Miss Afrique Québec. Donc je vous invite tous à venir en grand nombre assister à ce beau concours. Il y aura des performances artistiques, des artistes internationaux venant de Paris qui vont être là, de Montréal, de Québec, d'Ottawa. Donc une soirée riche et colorée. C'est ça, donc il y a des billets à vente. Et là-dessus, une annonce spéciale du comité. Alors, ils vont prolonger les ventes des billets. Prenez bien note, à 35 $ pour l'entrée régulier, le billet régulier, et à 60 $ pour les VIP qui auront droit à plus d'avantages. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous serez là et je pense d'ailleurs savoir que j'aurai peut-être le privilège pour la 2e année d'être co-animateur de ce grand événement et j'espère que vous viendrez tous autant que vous nous écoutez pour découvrir cette 2e édition qui
se prépare et qui sera très très spéciale. À part Miss Afrique, en avril, au mois d'avril, nous aurons la nuit de la sapologie que je vous invite vraiment à découvrir. C'est une soirée vraiment de très très soirée de sapologie, habillement et très excentrique et tout. Bon, fait que je vous invite à cette soirée-là, sur le mois d'avril, cherchez-le sur Internet, vous allez le trouver. Et au mois de mai, février, mars, avril, mai, au mois de mai, ça va être vraiment un mois très 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 chargé. Oui. Très 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 chargé, parce qu'au mois de mai, on a Talent d'Afrique, 5e édition, et on a aussi l'arrivée dans la ville de Québec de plusieurs artistes. Pour le moment, ceux que j'ai la confirmation, c'est Longuet qui sera à Québec le mois de mai, et on a aussi une artiste une femme qui est très suivie, et c'est une vraie star. Et elle a beaucoup de belles valeurs, c'est-à-dire le partage et tout. On parle bien sûr de Daphné. Daphné sera à Québec au mois de mai. Et je pense que pour le moment, c'est les événements que je connais. Et comme je dis, si vous voulez que je parle de vos événements, envoyez-moi à diasporainteraction@gmail.com et on en parlera. Sur ces mots, vous voulez compléter, monsieur Kaboum? Oui, en fait, je vais compléter un petit point que j'ai oublié de mentionner concernant le Miss Afrique. Donc, on a Miss Afrique cette année, c'est vraiment sur 2 jours. On a le 16, le concours. On a le 17 où notre artiste invité qui se trouve à être Denatora Chakalewa, ceux qui le connaissent très bien, il est internationalement connu, un danseur exceptionnel. Il va être parmi nous, il va être membre du jury, il va performer à Miss Afrique et le lendemain, il va offrir un workshop qui sera bien évidemment gratuit pour nos membres, nos VIP et au coût de $25 l'entrée et $15 pour les 16 ans et moins. Donc, Denatora sera dans la ville de Québec pour sa première fois offrir un workshop de danse pour tous les danseurs. On vous invite à être présents et à participer avec nous. Donc, oui, un de mes commanditaires qui, pour la soirée Whisky à Montréal le 31 mars, ne manquez pas ça. Voilà, c'est terminé. J'aimerais remercier infiniment notre président d'honneur de Diaspora Interaction qui fait beaucoup pour que ces émissions se réalisent. Je pense au consul du Togo, consul honoraire du Togo, monsieur Stéphane Harvey. J'aimerais remercier aussi les autres commanditaires. Je pense à l'hôtel Concorde, je pense aussi à Tristan Laurier et toutes les autres personnes qui nous accompagnent. J'aimerais remercier beaucoup aujourd'hui Jordan qui a vraiment été du côté technique le seul qui a travaillé, et bien sûr sous la supervision de Madame Adèle Tchatchoua, que je remercie. Merci vraiment beaucoup à vous. Merci Djenaba. Merci Florent. Merci Djema. Merci à toi. Merci Eric. Merci Florent. Mon cher partenaire. Merci infiniment Madame Solikina d'avoir fait le déplacement. Avec grand plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine mission. Salut.